23 août 1939. L'Union soviétique et l'Allemagne nazie signent un pacte de non-agression. 24 août 1939. La Pologne mobilise une partie de son armée. 25 août 1939. Le Royaume-Uni et la Pologne signent un accord d'assistance militaire mutuelle. 26 août 1939. L'Allemagne mobilise toute son armée. 30 août 1939. La Pologne reçoit un ultimatum de l'Allemagne. Cette fois, l'armée polonaise ordonne la mobilisation générale. Et 31 août 1939, le Royaume-Uni mobilise toute sa flotte militaire. « 1er septembre, 4h45. Sans déclaration de guerre préalable, l'Allemagne nazie et la République slovaque envahissent la Pologne. Le corridor de Danzig subit le plus lourd du choc. Rapidement, l'armée polonaise se retrouve dépassée par la supériorité matérielle de la Wehrmacht. Les divisions blindées allemandes progressent sur tous les fronts. La réaction internationale est immédiate. Le 3 septembre, en respect de leur traité d'aide mutuelle, le Royaume-Uni et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. En Pologne, la situation est des plus chaotiques. La Wehrmacht continue d'avancer. Varsovie est menacée. Mais la riposte alliée est imminente. Le 4 septembre, un corps expéditionnaire britannique débarque en France. Et le 7 septembre, alors que la Wehrmacht est massée sur le front Est, l'armée française lance une offensive dans la Sarre. Au fil des jours, d'autres pays rejoignent les Alliés. Et pendant que les Allemands ravagent la Pologne, les Alliés avancent lentement. Trop lentement. Bref, l'attaque surprise allemande a pris tout le monde de court, mais pas d'inquiétude. Premièrement, la contre-attaque alliée est déjà lancée, et deuxièmement, la Belgique conserve sa neutralité. Et c'est dans ce chaos qu'Hergé, pour sa 9e aventure, va envoyer Tintin, le reporter du Petit 20e, à la découverte de la Palestine sous mandat britannique. Nous sommes à la mi-août 1939. La guerre n'a pas encore commencé. Hergé vient tout juste de terminer les aventures de Tintin en Moldavie et déjà, il renvoie le célèbre reporter vers de lointaines contrées. L'année 1939 aura été très bénéfique pour Hergé. L'actualité politique en Europe a permis au dessinateur de rendre encore plus réaliste le scénario des aventures de Tintin en Moldavie. Et en plus du succès du jeune reporter dans les pages du Petit 20e, Hergé continue d'appuyer l'expansion internationale de Tintin. Au printemps 1939, Georges et sa femme Germaine assistent à un concert au Vélodrome d'hiver de Paris et écoutent la chanson de Tintin et Milou, publiée dans les pages du journal français Cœur Vaillant le 31 juillet 1938. Bon ok, on s'amuse, mais faudrait penser à bosser un peu quand même. Les aventures de Tintin en Moldavie avaient demandé un travail en amont assez imposant. Aussi, pour la 9e histoire du jeune reporter, Hergé va accélérer son rythme d'écriture. Il s'inspire d'un attentat ayant lieu à Haïfa au cours de l'été 1938
et envoie Tintin en Palestine sous mandat britannique. Cette nouvelle aventure est annoncée dans le Petit 20e le 17 août 1939. Donc, une semaine après la fin des aventures de Tintin en Moldavie, depuis 1936, la situation en Palestine sous mandat britannique est très instable. Les attentats et les insurrections se multiplient, de nombreux mouvements nationalistes réclament le retrait des Britanniques, la fin de l'immigration juive dans la région et la création d'un État arabe indépendant. Hergé va donc reprendre ces éléments faisant l'actualité et partir dans la direction d'une crise politique liée à l'exploitation du pétrole dans les territoires sous mandat britannique. Mais la guerre. Comme le reste du monde, Hergé se réveille le 1er septembre 1939 en apprenant le début de ce fameux conflit qui n'était censé jamais arriver. L'invasion de la Pologne par l'armée allemande entraîne une psychose soudaine dans tous les pays voisins du Troisième Reich. Après l'Autriche, la Tchécoslovaquie et la Pologne, qui sera le prochain? Et tout comme le Danemark et les Pays-Bas, la Belgique souhaite conserver sa neutralité. Mais en même temps, elle prévoit déjà le pire des scénarios envisageables. En septembre 1939, le gouvernement belge lance dans la précipitation un plan de réarmement de ses structures défensives. Pour rappel, la Belgique a déjà subi l'occupation allemande pendant la guerre 14-18. Aussi, il est hors de question de revivre ce cauchemar. Le 1er septembre 1939, Hergé est mobilisé par l'armée et devient lieutenant dans le village d'Erentout. Sa principale mission sera de réquisitionner toutes les bicyclettes du secteur. Soumis aux impératifs du service, Hergé doit mettre de côté son activité de dessinateur. Il sera finalement démobilisé le 19 septembre. Provisoirement. Profitant d'un petit moment de répit, Hergé se remet à dessiner et peut enfin sortir les premières planches de la 9e aventure de Tintin. Pendant ce temps, la guerre continue. La Pologne se retrouve écartelée, avec à l'ouest les Allemands et à l'est les Soviétiques qui lancent une offensive le 17 septembre. On va pas se le cacher, cette histoire, c'est louche. Les combats en Pologne s'achèvent le 6 octobre, le pays est alors partagé entre l'Allemagne nazie et l'URSS qui respectent leur pacte de non-agression. L'armée française, de son côté, se retrouve complètement bloquée dans la Sarre. Et le 30 novembre, alors que tout le monde a les yeux rivés sur l'Allemagne, l'URSS déclare la guerre à la Finlande. Et vous vous en doutez, tous ces événements amèneront à quelques interrogations sur cette relation un peu ambiguë entre Allemands et Soviétiques. Mais bon, tout ça, c'est politique. Hergé est démobilisé le 19 septembre et 9 jours plus tard, Tintin apparaît de nouveau à la une du Petit 20e. Le jeune reporter porte un uniforme militaire et brandit son ordre de démobilisation. Et Milou, à ses côtés, arbore fièrement l'emblème de la Croix-Rouge. Et c'est donc à partir du 28 septembre 1939 que sera publié dans le Petit 20e les nouvelles aventures de Tintin et Milou. Toujours. Pour changer un peu, cette histoire démarre non pas avec Tintin, mais avec les Dupont et Dupont qui vont faire un plein d'essence à une station-service. Waouh, ça c'est de l'introduction. Bref, les Dupont roulent tranquilles, ça chantonne dans la campagne.
Ah ouais, ça c'est du Tintin comme on aime. 13e case et déjà explosion de bagnole. Les Dupont appellent une dépanneuse de la société Simoun, puis s'allument une clope pour patienter. 2 fois. 2 fois les gars. Après avoir failli mourir 2 fois de suite, les Dupont vont raconter leur mésaventure à ce cher Tintin. Les 2 représentants de l'élite de la police sont persuadés que l'essence est falsifiée et que le responsable est la Simoun, la société de dépannage dont le chiffre d'affaires a explosé en même temps que les moteurs de voiture. Vous avez compris la blague ? Le chiffre d'affaires explose parce que les moteurs explosent. Désolé. Par la suite, les Dupont se font embaucher par la Simoun pour enquêter, mais Tintin n'est pas convaincu. Il rencontre d'abord le directeur de la Speedol, une société pétrolière, puis il prend en flagrant délit un groupe de loupards qui manigance quelque chose sur les docks des pétroliers de la Speedol. Mais du coup, j'ai pas compris. C'est les dépanneurs les méchants ? Tintin s'arrange pour se faire embaucher comme radiotélégraphiste sur un bateau de la Speedol, le Speedol Star, qui doit partir pour Haïfa le lendemain. Au même moment, les Dupont, qui ont échoué dans leur enquête à la Simoun, sont également envoyés à bord du Speedol Star, cette fois pour s'occuper d'une affaire de trafic de stupéfiants. Bon, à ce stade, vous l'aurez compris, on est sur du Tintin classique. D'un côté, Tintin gère l'enquête, et de l'autre, les Dupont font plein de bêtises pour rendre le récit plus dynamique. Et ce segment à bord du Speedol Star s'achève avec l'arrivée à Haïfa. Mais, pas le temps de faire une pause, la police maritime britannique déboule en force, inspecte le bateau et découvre un compartiment secret dans la cabine de Tintin. Et ainsi s'achève la première partie de cette nouvelle aventure de Tintin et Milou. C'était chouette. Enfin, pardon. C'était chouette en prenant en compte le bazar que ça a été pour Hergé. Finalement, après un mois de septembre très chaotique, cette fin d'année 1939 se passe plutôt bien pour Hergé. Il avance tranquillement sur cette 9e aventure de Tintin. Au mois de novembre, Casterman sort l'album du Sceptre d'Autocar. Et Hergé a même le temps de travailler sur des projets parallèles. Il dessine bien pépère pour le journal Cœur Vaillant la 5e aventure de Jo, Z et Joko, intitulée Jo et Z au pays du Maharaja, et il continue à s'amuser avec les gags de Quick et Fluke. En décembre 1939, il dessine aussi le personnage de Monsieur Bellhomme pour le journal L'Ouest, un hebdomadaire créé par Raymond de Baker, un ancien ami scout d'Hergé. Mais la guerre. Après 3 mois de répit, le lieutenant Remy est de nouveau mobilisé le 28 décembre 1939. La mobilisation belge s'accentue à mesure qu'augmente la probabilité d'une invasion allemande. La Pologne est tombée, l'armée française n'arrive pas à percer les défenses allemandes dans la Sarre, et l'Union soviétique est lentement en train de s'embourber en Finlande. Cette année 1939 s'achève donc assez brutalement. Et une fois encore, Hergé va devoir ralentir son rythme de travail. « 10 janvier 1940. Un avion militaire allemand s'écrase en Belgique. L'armée belge récupère un officier allemand ainsi que des fragments d'un dossier confidentiel décrivant un plan d'invasion du Benelux par l'Allemagne.
12 et 13 mars 1940. L'Union soviétique signe la paix avec la Finlande. Malgré sa victoire et l'annexion de certains territoires, l'URSS a montré sa faiblesse militaire au reste du monde. Le nombre de pertes est catastrophique, face à une armée finlandaise largement inférieure numériquement. Et il est désormais avéré que dans l'hypothèse d'une rupture du pacte germano-soviétique, l'armée rouge ne ferait pas le poids face à l'armée allemande. Pendant ce temps, le conflit se répand en Europe. Le 9 avril, l'Allemagne attaque en simultané le Danemark et la Norvège. Surpris par la violation du pacte de non-agression signé avec les Allemands, le gouvernement danois capitule 6 heures plus tard. Au même moment, complètement paralysée suite à sa défaite dans la Sarre, l'armée française demande une nouvelle fois à la Belgique un droit de passage qui sera encore refusé. Bref, la guerre s'intensifie et pendant ce temps, Hergé dessine. Enfin, il essaye. Toujours mobilisé comme lieutenant de réserve, Hergé galère de plus en plus à maintenir son rythme habituel de 2 planches par semaine. À partir du mois d'avril, le dessinateur est transféré à Ekeren, où il sert comme instructeur dans une compagnie flamande. Mais dans cette période de tourmente, Hergé peut quand même compter sur quelques soutiens. D'abord, l'illustrateur Pierre X propose de travailler sur les planches de Tintin à la place d'Hergé, ce que ce dernier refuse, et ensuite, Hergé obtient 2 jours de congé par semaine, un privilège gagné notamment grâce à l'intervention de l'ancien ministre Charles Dubus de Varnafeux. Et ben voilà, tout s'arrange. Allez, retour dans la croisière s'amuse. Comme dans les cigares du pharaon, quelqu'un a planqué de la cocaïne dans la cabine de Tintin. Le jeune reporter se fait donc embarquer par la police britannique. Au passage, les Dupont se font aussi arrêter à cause d'un colis suspect qu'un soi-disant agent de Scotland Yard leur avait filé. Et accrochez-vous, c'est à partir de maintenant que ça va être tendu. Au cours d'un transfert en prison, Tintin est enlevé par un groupe armé juif qui a confondu le reporter avec un de leurs partisans, un certain Finkelstein. Puis Tintin se fait enlever une 2e fois par les fidèles du cheikh Babelair qui lui aussi pense que Tintin est Finkelstein. Attendez. Y a vraiment personne qui a reconnu Tintin, le célèbre reporter? Bref, tout ce segment permet de montrer les différentes factions qui s'affrontent dans cette histoire. D'un côté, les combattants juifs, dont fait partie ce fameux Finkelstein, qui se battent contre les résistants arabes réfugiés dans le désert. Le tout avec la présence de l'armée britannique. Et vous l'aurez remarqué, cette fois, Hergé n'invente pas de pays fictif. Justement, pour rendre son histoire plus réaliste. À son arrivée au camp des résistants arabes, Tintin est aussitôt démasqué. Le groupe est forcé de s'enfuir dans les montagnes après qu'un avion britannique ait repéré le camp. Épuisé par cette longue marche dans le désert, Tintin s'évanouit et se fait abandonner par le groupe de Babelair. No Susai Makai, Tintin trouve de la flotte après avoir fabriqué une baguette de sourcier en utilisant les baleines d'un parapluie trouvées au pif dans le sable. Alors, j'ai pas trouvé d'infos sur ça, mais si quelqu'un peut me confirmer que ce truc fonctionne, merci d'avance. Pendant ce temps,
Après avoir prouvé leur innocence, les Dupont s'embarquent en bagnole dans le désert pour retrouver Tintin. Attention, ça repart en freestyle. Évidemment, les Dupont se paument et enchaînent les gaffes. Ils voient des mirages partout, ils se bouffent un arbre en plein milieu du désert, ils finissent dans un lac, ils s'endorment au volant et défoncent une mosquée. 2 jours. 2 jours de voyage et déjà on a un incident diplomatique. Bref, les Dupont se retrouvent encore en prison. Au même moment, Tintin continue sa randonnée dans le désert. La nuit finit par tomber et le jeune reporter en profite pour piquer un somme. Mais c'est sans compter sur l'arrivée d'un groupe de cavaliers qui surgit dans les ténèbres. Ah cool, le scénario! Enfin! Tintin se planque et observe les cavaliers qui mettent pied à terre. Mais maladie. Le 18 avril, Hergé a quelques petits soucis de santé et rentre chez lui pour se reposer. Il sera déclaré inapte au service le 10 mai 1940. Le dessinateur en profitera pour rédiger une lettre d'excuse qui sera publiée dans le Petit 20e. Il est sympa quand même ce Georges Remy. Les aventures de Tintin reprennent donc le 25 avril. Le jeune reporter espionne le mystérieux groupe de cavaliers qui met le feu à un pipeline. Tiens, ça rappelle le Lotus Bleu. Pas le temps de réfléchir, Tintin intercepte un des méchants et prend sa place. Poursuivi par l'armée britannique, les cavaliers se séparent et Tintin se retrouve seul avec le chef de la bande. Ok, préparez-vous les copains, va y avoir de la castagne. Finalement, Tintin se fait griller et assommer, et c'est là que tombe la terrible révélation. Le chef des cavaliers est en réalité le docteur Müller. Après Rastapopoulos dans le Lotus Bleu, Hergé fait du docteur Müller un nouveau grand méchant récurrent de l'univers de Tintin. Mais la guerre. 10 mai 1940. L'armée allemande se tourne vers l'ouest et déclare la guerre aux Pays-Bas, à la Belgique et au Luxembourg. Conscient du danger, William Hugues, directeur du XXe siècle, conseille à Hergé de quitter Bruxelles. À l'instar de millions de civils hollandais, belges et luxembourgeois, le couple Remy part se réfugier en France, alors que résonnent au loin les échos de la machine de guerre allemande. Le 11 mai, le Luxembourg est entièrement occupé. 3 jours plus tard, le 14 mai, Rotterdam est bombardée. L'armée néerlandaise se rend. Pendant ce temps, Georges et Germaine Remy trouvent refuge à Saint-Germain-Lembron, chez le dessinateur Marie-Jacques. Malheureusement, Marie-Jacques a déjà été mobilisée par l'armée française et c'est sa femme qui accueillera le couple Remy. Au même moment, sur le front ouest, le chaos se répand de manière exponentielle. La rapidité d'action de l'armée allemande réduit à néant tous les efforts des Alliés, qui n'ont pas le temps de se coordonner. Belges, Français, Britanniques, Hollandais, tout le monde est perdu. Bruxelles tombe le 17 mai et Anvers le 18. Ok, pas d'inquiétude, les Français et les Anglais sont sur le coup. Incapables d'arrêter l'armée allemande, les Britanniques se replient sur Dunkerque et commencent un rapatriement massif vers le Royaume-Uni. De leur côté, les armées françaises et belges font tout leur possible pour retarder l'avancée allemande. Et désormais conscients
qu'aucun renfort ne viendra sauver la Belgique, le roi Léopold III prend sa décision. Le 28 mai, il envoie un ordre de reddition à l'armée belge. Et le 4 juin, s'achève l'évacuation de Dunkerque. Ok, pas d'inquiétude, les Français sont encore de la partie. Déjà à bout de souffle face au blitzkrieg allemand, l'armée française se retrouve complètement encerclée, avec l'irruption de l'Italie qui se joint aux Allemands le 10 juin. 4 jours plus tard, les Allemands rentrent dans Paris. En réaction, le maréchal Philippe Pétain, héros de la Grande Guerre, est nommé chef du gouvernement français. Et le 17 juin, le maréchal envoie une demande d'armistice à l'Allemagne. Les combats prennent fin le 25 juin 1940. Et en à peine quelques semaines, l'armée française, jugée à l'époque comme la meilleure du monde, a été pulvérisée par la machine de guerre allemande. Et maintenant que les combats ont cessé autant en France qu'en Belgique, la vie peut reprendre son cours. Le 30 juin, Hergé et sa femme Germaine retournent à Bruxelles. Au même moment, le roi Léopold III appelle le peuple belge à reprendre le travail, et ce, malgré la présence des Allemands. Et c'est là qu'apparaît un nouveau problème. Hergé, justement, ne peut pas reprendre le travail. Désormais passée sous administration militaire, la Belgique subit dès le mois de mai 1940 les restrictions imposées par l'armée allemande. La nourriture est rationnée, les cinémas ne passent plus que des films d'actualité ou des films de propagande, les films britanniques sont interdits et les films français sont parfois même diffusés avec un doublage en allemand. Et la presse subit en simultané la censure allemande et la pénurie de papier. Donc, vous l'aurez compris, nous sommes fin mai 1940, le XXe siècle disparaît. Et Tintin disparaît avec lui. Le 9 mai 1940, donc la veille de l'invasion allemande, marque à la fois la fin du petit XXe et la fin de Tintin. Les dernières cases de cette ultime aventure nous montrent un Tintin vaincu, assommé au sol, sur le point d'être assassiné par le docteur Müller. C'est symbolique. Étrangement, la fermeture du XXe siècle provoque l'arrêt complet de tout ce qui faisait la vie d'Hergé. En plus de Tintin, le dessinateur doit aussi abandonner les aventures de Jo, Zet et Joko, ainsi que Quick et Fluke. Et pourtant, Hergé y a cru jusqu'au bout. Il avait même déjà dessiné la suite des aventures de Tintin et Milou au pays de l'or noir. Des planches qui ne seront jamais publiées. 18 jours. En 18 jours, Hergé a perdu tout son univers. Désormais sans emploi, Hergé va vivre une longue période de précarité. Ses sources de revenus s'effondrent à la suite de l'arrêt du XXe siècle, et désemparé, le dessinateur en vient même à demander une aide financière à Charles Laine, son contact chez Casterman. En fait, Hergé est comme tout le monde. Il attend la fin de la guerre, que les Allemands s'en aillent, que tout redevienne comme avant. Mais plus les semaines passent, et plus l'avenir devient incertain.
Cette guerre ne semble pas prête de s'arrêter. Pire même, elle s'amplifie. La France désormais hors jeu, l'Allemagne se tourne vers le Royaume-Uni. La Luftwaffe commence son offensive à partir de juillet 1940. Mais bon, les Alliés ont perdu la guerre, tant pis, maintenant, la vie peut reprendre. Aux premiers abords, l'occupation de la Belgique semble se passer sans problème. Et j'insiste sur le semble. Avant de s'exiler à Londres, le gouvernement belge a mis en place un comité de secrétaires généraux qui va tenter de limiter la coopération avec l'occupant. Les restrictions alimentaires demeurent minimes, malgré les prélèvements de l'armée allemande. Les Belges peuvent pratiquer le sport ou aller au cinéma. Et les journaux recommencent lentement à circuler à partir du mois de juin. Enfin, pour paraître, les journaux doivent quand même avoir une autorisation de l'État. Mais malgré la supériorité absolue de l'armée allemande, il s'avère que certains refusent la défaite. De nombreux gouvernements se sont exilés à Londres, et vous avez même des soldats, des marins, des pilotes qui vont quitter leur pays occupé pour combattre aux côtés des Anglais. Désormais établi à Vichy, le gouvernement français a complètement abandonné la lutte et va même lentement s'engager sur le terrain de la collaboration avec l'occupant. Pendant ce temps, à Londres encore, le général de Gaulle, alors inconnu du public, va appeler tous les militaires et les spécialistes de l'industrie de l'armement français à le rejoindre pour continuer le combat contre l'Allemagne. Bon, la France, c'est fait. Maintenant, la Belgique. La reddition du roi Léopold III a provoqué une certaine animosité au sein du peuple belge, alors que le gouvernement a refusé de capituler. Et si la Belgique métropolitaine est occupée par les Allemands, les colonies résistent encore. Le Congo belge devient une base d'opération pour les Alliés qui servira autant pour les combats en Afrique de l'Est que pour l'exploitation de matières premières vitales à l'effort de guerre. Encore une fois, je tiens à le rappeler, la Belgique a déjà subi l'occupation allemande pendant la Grande Guerre. Aussi, le peuple belge sait comment ça se passe. Et pourtant, cette nouvelle occupation est plus dure à supporter. La plupart des soldats sont retenus comme prisonniers de guerre en Allemagne, c'est le cas du frère d'Hergé, Paul Remy, alors officier dans l'armée belge. Donc, non seulement Hergé a perdu Tintin, mais en plus, son frère est emprisonné à plusieurs centaines de kilomètres. Mais, même si l'armée belge est vaincue, le combat continue. En plus des partisans regroupés à Londres ou dans les colonies, des mouvements de résistance émergent lentement dans tous les pays occupés. Qu'ils soient anciens militaires ou simples civils, ces résistants croient encore à une victoire des Alliés. Et parmi ces résistants, là aussi, vous avez des proches d'Hergé. C'est l'exemple du dernier directeur du XXe siècle, William Hugues. Pacifiste convaincu et fervent défenseur de la tolérance, Hugues rejoindra au cours de l'automne 1940 le service de renseignement 0, un réseau de résistance belge qui servira de relais d'information pour le Special Operations Executive, un service secret britannique fondé en 1940 pour soutenir les mouvements de résistance en Europe. Mais si certains refusent la capitulation, d'autres l'ont très bien accepté. L'abbé Norbert Wallet, mentor d'Hergé
et grand admirateur du fascisme italien, soutiendra la collaboration. Très impliqué dans les conférences organisées par la communauté culturelle wallonne, l'abbé Wallet n'aura de cesse de défendre l'origine germanique des Wallons, leur parenté avec les Allemands et par extension le but commun pour lequel Allemands et Wallons doivent s'unifier. Et Norbert Wallet n'est pas le seul à promouvoir la collaboration. D'abord suspecté d'œuvrer pour l'Allemagne, Léon de Grelle et d'autres fidèles du Front populaire de Rex sont arrêtés et emprisonnés à partir du 10 mai 1940. Transféré de prison en prison où il subit la violence systématique des gardiens, de Grelle sera libéré le 24 juillet et s'attellera à engager Rex dans une collaboration totale avec les nazis. Donc, vous l'aurez compris, entre résister, faire profil bas ou collaborer, le spectre est très large. Et pendant que chacun choisit son camp, Hergé, de son côté, est toujours occupé à chercher du boulot. Au cours de l'été 1940, le dessinateur reçoit une offre de son ami Raymond de Becker, tout récemment embauché au journal Le Soir, pour lancer la création d'un nouvel hebdomadaire pour la jeunesse appelé Pionnier. Un projet qui malheureusement sera abandonné en cours de route. Tant pis. Quelqu'un d'autre ? Arrive ensuite Victor Matisse, directeur du Pays réel, journal publié par le mouvement rexiste, qui lui aussi a un projet de supplément jeunesse. Cette fois, c'est Hergé qui refusera. Encore tant pis. Quelqu'un d'autre ? Et c'est là que déboule une nouvelle fois Raymond de Becker, entre-temps devenu responsable de la rédaction du journal Le Soir, qui va proposer à Hergé une place pour créer encore un supplément jeunesse. Alors, on va être clair, si on te propose un poste au journal Le Soir, tu réfléchis pas, t'acceptes. Le journal Le Soir est un des plus gros tirages de la presse belge. C'est un journal prestigieux qui n'hésite pas à rompre sa neutralité pour s'attaquer à des sujets graves. Et, vous vous en doutez, c'est également un journal ouvertement hostile envers Léon de Grelle. Motivé par son ami et par le manque d'argent, Hergé accepte l'offre de Raymond de Becker et s'attelle au retour de Tintin dans le journal Le Soir. Bien évidemment, travailler au journal Le Soir est une véritable aubaine pour Hergé. Mais la guerre. Encore. Nous avons vu que le journal Le Soir est un grand quotidien. C'est un journal très humaniste qui sait garder sa neutralité, sauf dans certains cas, et qui a une très bonne réputation auprès du public. Mais ça, c'était avant l'occupation. Temps de guerre oblige, l'occupation allemande entraîne de nombreuses restrictions pour la presse. Les stocks de papier sont limités, les journaux ont besoin d'une autorisation pour paraître, et surtout, l'information est filtrée. Pour résumer, si tu veux bosser dans la presse, il te faut de bons contacts avec les autorités. Et c'est pour ça que quand Hergé rentre au journal Le Soir, sa direction n'a plus rien à voir avec l'époque d'avant-guerre. Le journal a été relancé contre la volonté de son propriétaire légitime, la famille Rossel, et sa direction rédactionnelle est menée par des personnes ouvertement amicales envers les Allemands, comme Raymond de Becker, qui ne cache pas sa sympathie pour une collaboration poussée avec l'occupant, et Horace van Hoffel, qui rédige des textes glorifiant Adolf Hitler.
Et c'est pour toutes ces raisons que le journal Le Soir sous l'occupation sera surnommé Le Soir volé. Ignorant la censure de l'occupant et les idéaux ouvertement collaborationnistes qui planent à la rédaction, Hergé repart au charbon et se concentre sur le grand retour de Tintin. Le 10 octobre 1940 est annoncé dans Le Soir la création du supplément Le Soir Jeunesse, dont Hergé prendra la direction le 15 octobre. Il y retrouvera notamment Paul Jamin. Mais on le connaît celui-là! Pour rappel, Paul Jamin est un dessinateur embauché par Feu le Petit 20e en mars 1930. Il travaille avec Hergé sur de nombreuses histoires de Tintin, dont Le Lotus Bleu. La relation entre Hergé et Jamin est très amicale. Mais Léon de Grelle. En 1936, donc pendant la publication de L'Oreille cassée, Paul Jamin quitte le Petit 20e pour travailler au Pays réel, le fameux journal de Léon de Grelle. Durant l'été 1940, en plus de son emploi au Pays réel, Jamin se fait embaucher au Brüsseler Zeitung, un quotidien écrit en allemand, faisant partie d'un groupe de journaux créé par l'Allemagne nazie dans les pays occupés. Et plus tard encore, Jamin rejoint finalement Le Soir, où il retrouve son ami Hergé. Et Hergé, justement, peut reprendre le travail en s'entourant de personnes de confiance comme Paul Jamin, Raymond de Becker et plus tard, un certain Jacques van Melkebeek. Nous sommes donc à la mi-octobre 1940. Hergé peut enfin relancer les aventures de Tintin. Et je dirais même plus, Hergé peut relancer les aventures de Tintin dans un journal à plus gros tirage que le XXe siècle. Maintenant, il n'y a plus qu'à dessiner et à attendre que la guerre s'achève.